Donc, bonjour, chers étudiants. Suite à la dernière vidéo consacrée à l'impôt sur les sociétés, on continue par la présentation des modalités d'imposition en matière de cet impôt. On commence par les exonérations. Donc, bien sûr, les exonérations peuvent être analysées à travers plusieurs modalités. Première modalité, ce sont les exonérations et les impositions à taux réduit permanentes. Et dans un deuxième temps, les exonérations et impositions à taux réduit temporaires. Donc, si on commence par la première modalité, savoir l'exonération et imposition à taux réduit permanente, Donc là, on parle dans un premier temps des exonérations permanentes, puis dans un deuxième temps par l'exonération suivi d'une imposition à taux réduit permanente et puis d'une imposition permanente à taux réduit. Donc, il y en aura trois sous-catégories en cette modalité. Donc, si on commence par la première modalité, à savoir l'exonération permanente, cela concerne un ensemble d'organismes, dont les associations, la Ligue nationale des droits de lutte contre les maladies cardiovasculaires, la Fondation Hassan II, les coopératives, la Banque islamique de développement et un ensemble d'autres organismes qui sont stipulés expressément au niveau de l'article 6 du Code général des impôts. Dans un deuxième temps, dans une deuxième sous-catégorie, toujours dans cette modalité, on parle des exonérations suivies de l'imposition à taux réduit permanente. Donc là, plusieurs modifications ont été, ou bien plusieurs modifications ont été apportées, que ce soit au niveau de la loi de finances de 2020 ou bien de 2019. Donc, l'élément essentiel auquel on doit faire attention ici, c'est que le taux réduit, il diffère, puisque actuellement, suivant la loi de finances de 2020, donc il va fluctuer suivant un barème qui va être plafonné à 20%. Donc, c'est entre 10 et 20. Toutefois, il y aura quelques taux spécifiques, tels que le 8,75 pour les sociétés qui ont un statut de Casa Finance City, ou bien de 15% pour les entreprises qui exercent leur activité dans les zones d'accélération industrielle. Donc, en d'autres termes, ce qu'on peut considérer comme étant un taux réduit, ça peut fluctuer entre 8,75 et 20%. Donc, il y aura un barème qui vous sera présenté ultérieurement, qui reprendra en détail les modalités d'imposition pour un ensemble de catégories d'entreprises. Donc là, on essaie de tirer quelques précisions ici. Donc, pour les deux premières catégories, à savoir les entreprises exportatrices de produits et services, c'est abrogé. Pour les entreprises autres que celles exerçant dans leur secteur minier, c'est également abrogé par la loi de finances de 2017. Les entreprises hôtelières, toutefois, donc ils vont bénéficier d'une exonération de 5 ans suivant d'une imposition suivant un barème plafonné à 20%, donc c'est entre 10 et 20%, cela dépendra du chiffre d'affaires. Également, les sociétés de services ayant le statut de Casa Finance City, donc il y en aura deux catégories. Celles qui ont eu ce statut avant 2020 et ceux qui l'ont eu après 2020. Donc, avant 2020, donc ils vont bénéficier d'une exonération de 5 ans suivie d'une imposition au taux de 8,75. Pour celles qui sont créées après la loi de finances de 2020, donc après 2020, donc à partir du 1er janvier 2020, donc ils vont bénéficier d'une exonération de 5 ans suivie d'une imposition à 15%. Puis, il y a les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi 3009 qui vont bénéficier d'une exonération de 5 ans suivie d'une imposition selon le barème de plafonné à 20%. Et les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d'accélération industrielle qui vont bénéficier d'une exonération toujours de 5 ans suivie d'une imposition à taux réduit de 15%. Ce qu'il va falloir signaler ici pour la dernière sous-catégorie, à savoir l'imposition permanente à taux réduit. Donc, le taux réduit ici suivant un barème plafonné à 20%, bien sûr. Là, on parle des entreprises minières exportatrices
et des entreprises exportatrices de produits et de services à l'exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération. Également, on part dans un troisième alinéa dans cette sous-catégorie des exploitations agricoles imposables, à savoir les entreprises agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires qui dépasse 5 millions de dirhams. Alors, deuxième modalité en matière d'exonération, on parle des exonérations et impositions autoréduites temporaires. Également ici, cette modalité est subdivisée en trois sous-catégories, à savoir l'exonération temporaire ou bien l'exonération suivie d'une imposition autoréduite temporaire ou bien l'imposition autoréduite temporaire. Donc, si on commence par l'exonération de 5 ans suivie de l'imposition temporaire autoréduite, ça a été abrogé par la loi de finances de 2020. Donc, il y aura plus, cette sous-catégorie n'existe plus. Pour l'exonération temporaire, donc cela concerne dans un premier temps les exploitations de gisements d'hydrocarbures pendant une durée de 10 ans, les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité pendant une durée de 4 ans, et bénéficient également de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de l'exploitation. Les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire et les sociétés exerçant des activités d'externalisation de services à l'intérieur ou en dehors des plateformes industrielles. La dernière sous-catégorie en cette modalité, ce sont les impositions temporaires selon un barème plafonné à 20%. Et ça, c'est une modification apportée par la loi de finances de 2020. Donc, on parle des entreprises exerçant leur activité dans les zones, dans l'une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret. Ça a été abrogé par la loi de finances de 2020. Donc, on parle ici principalement du deuxième alinéa, troisième et cinquième alinéa. Donc, ce sont les entreprises artisanales, les établissements privés d'enseignement et les promoteurs immobiliers, personnes morales. Les autres, ça a été, pour les autres alinéas, ils ont été abrogés, que ce soit par la loi de finances de 2020 ou bien de 2019. En matière de réduction d'impôts cette fois, en faveur des sociétés dont les titres sont introduits en bourse pour une durée de 10 ans minimum. Donc, la réduction, elle est soit de l'ordre de 25% ou bien de 50%, suivant les modalités d'introduction en bourse. Donc, 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public, et ce, par la cession d'actions existantes, ou bien 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de leur capital de moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription. Donc, toutefois, sont exclus du bénéfice de cette réduction les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les sociétés de concessionnaires de services publics et les sociétés dont le capital est détenu totalement partiellement par l'État ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique. OK. Là, on a parlé des différentes sociétés qui sont assujetties. On a défini tout d'abord ce que c'est que l'impôt sur la société, son champ d'application, la territorialité, les types d'exonération qui existent. Maintenant, on va parler du principe d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés. Donc, l'idée ici, c'est d'imposer le résultat fiscal et non pas le résultat comptable. Alors, bien sûr, chaque entreprise, à la fin de chaque exercice, détermine son résultat comptable, le résultat comptable qui est égal à la différence entre les produits et les charges, mais le résultat fiscal corrige ce résultat comptable, en effet, pour dégager la base d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés. Donc, ce qu'on appelle, en d'autres termes, c'est que fiscalement, on corrige le résultat comptable pour obtenir le résultat fiscal. Donc, je vous illustre ceci. Donc, il y a le résultat comptable qui est égal produit moins les charges.
Mais le résultat fiscal, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va en quelque sorte, il va en quelque sorte, il va en quelque sorte corriger le résultat comptable, le RC, en faisant l'inverse. Ça veut dire quoi en faisant l'inverse? Vous remarquez ici, pour calculer le résultat comptable, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les produits. Ça veut dire les produits, ils ont un sens positif ici. Et les charges sont déduites ou bien sont retranchées. OK? Donc, pour avoir le RC, c'est les produits de l'exercice, que ce soit des produits d'exploitation, des produits financiers ou bien des produits non courants, sont toujours additionnés. On les ajoute. On va les agréger ici. On va retrancher de cette valeur, de cette somme. Qu'est-ce qu'on va retrancher? Les différentes charges, que ce soit des charges d'exploitation, des charges financières ou bien des charges non courantes. Alors, la correction, le résultat fiscal, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc, il vous dit, voilà, il y avait des produits que vous avez intégrés, que vous avez ajoutés au niveau du résultat comptable. Vous devez quoi? Vous devez les retrancher. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qu'on va considérer comme étant non imposables. Pourquoi est-ce qu'ils sont non imposables? En général, parce qu'ils ont déjà subi une imposition. Donc, ce qui veut dire que l'imposition qu'ils ont subie est considérée comme étant libératoire de l'IS. Donc, on n'a pas besoin de les imposer une deuxième fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'inverse de ce qu'on a fait pour déterminer le résultat comptable. Alors, les produits, ils ont été additionnés ici. Là, on va les retrancher. Pour les charges, il y a des charges qui ont été déduites. Et qu'est-ce qu'on vous dit fiscalement? Donc, vous avez déduit des charges. Alors, pour nous, ce sont des charges qui ne sont pas déductibles. Donc, vous n'avez pas le droit de les déduire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les additionner. Donc, on va faire l'inverse. Ils ont été ici retranchés. Là, on va les additionner pour avoir le résultat fiscal. C'est bon? Donc, dans cet exemple, au lieu de nous concentrer sur, de vous donner les détails de ce que c'est, ce qu'un produit, ce qu'on cherche, là, on va juste appliquer la règle. À savoir, donc là, on vous a donné la règle de détermination du résultat fiscal qui est égale au résultat comptable plus les charges non déductibles moins les produits non imposables. Là, en guise d'application numérique, là, je vous ai donné le résultat comptable de la société, il est égal à 1 240 000 dirhams. Nous avons des produits non imposables de 160 000 et des charges non déductibles de 320 000. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? D'appliquer seulement la règle ici, à savoir prendre le résultat comptable, puis lui additionner les charges non déductibles et en déduire les produits non imposables. Donc, cela va donner 1 400 000. Donc, ça, c'est le résultat fiscal. C'est ce qui va être imposé. Alors, quel est le taux qui va être appliqué à cette valeur, à ce résultat fiscal? Donc, ça va dépendre. Donc, là, nous avons le tableau, ou bien le barème progressif normal. Donc, il est plafonné à 31%. Donc, jadis, nous avions 17,5% ici. Avec la modification qui sont apportées par la loi de finances de 2020, donc on a augmenté à 20%. Donc, ce qui veut dire, pour l'ensemble, ça c'est le barème, ou bien le tableau standard, normal. Donc, pour un résultat fiscal inférieur à 300 000 dirhams, donc l'imposition c'est de 10%. Si le résultat fiscal est compris entre 300 000, 1 dirham et 1 million de dirhams, c'est 20%, avec une somme à déduire. Ça veut dire, nous allons prendre le résultat fiscal, on va le multiplier par 20% et on va retrancher 30 000 dirhams. Si votre résultat fiscal dépasse les 1 million de dirhams, alors le taux il est de 31% moins les 140 000 dirhams. Donc, on va retrancher ça. Toujours, c'est une somme, bien c'est une valeur à déduire à chaque fois. Ici, la valeur elle est nulle, donc on ne va rien déduire. Ça, c'est pour le barème standard. Il y a un autre barème ici, c'est le barème progressif avec un taux marginal de 28%, applicable pour qui? Seulement pour les sociétés industrielles dont le bénéfice net
est inférieur à 1 à 100 millions de dirhams. Donc là, nous avons un tableau normal, bien standard, applicable à l'ensemble des entreprises, peu importe leur activité. Et là, c'est un barème, c'est un tableau qui est applicable ou bien réservé seulement pour les sociétés industrielles, avec une condition sine qua non, stipulant que le bénéfice net, ici, je dis le bénéfice net, est inférieur à 100 millions de dirhams. Alors, il y a un autre barème, un barème progressif avec un taux plafonné à 20% applicable à certaines activités, comme cela a été expliqué lorsqu'on a en quelque sorte détaillé les différentes modalités d'exonération. Donc, les activités concernées par ce barème sont celles que vous trouverez ici. Donc, il y a 9 types d'activités. Il y a premièrement les entreprises exportatrices de produits et services, à l'exclusion des entreprises exportatrices de métaux, de récupération, les entreprises hôtelières, les entreprises minières, les entreprises artisanales, les établissements privés d'enseignement, les sociétés sportives, les promoteurs immobiliers, les exploitations agricoles et les sociétés exerçant des activités d'externalisation de services à l'intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités-là. OK. Alors, si le bénéfice est inférieur à 300 000 dirhams, donc le taux c'est de 10. S'il est supérieur à 300 000, le taux il est de 20%. Donc, on va vous donner quelques exemples d'applications. Ici, l'exemple numéro 1, cas d'une société exerçant uniquement une activité industrielle. Alors là, une activité industrielle, automatiquement, on va penser au barème plafonné à 28%. Bien sûr, si l'entreprise réalise un bénéfice net qui est inférieur à 100 millions de dirhams. Donc, la société X créée en 2014 exerce uniquement une activité industrielle et réalise la totalité de son chiffre d'affaires localement. Alors, ce n'est pas une entreprise exportatrice. OK. La déclaration du résultat fiscal de cette société se cite le 31 mars 2020 au titre de l'exercice 2020. Faire ressortir les éléments suivants. Chiffre d'affaires hors taxe, 120 millions de dirhams. Bénéfice net, c'est 30 millions de dirhams. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le bénéfice et non pas le chiffre d'affaires. Calcul de la cotisation minimale. Donc, la cotisation minimale, elle est calculée sur la base du chiffre d'affaires multiplié par 0,5%. Donc, le montant de la cotisation minimale, c'est 600 000 dirhams. Qu'est-ce que cela veut dire, une cotisation minimale? Alors, la cotisation minimale, c'est une valeur qui va être calculée à chaque fois. Et quelle est la base de son imposition? C'est en général le chiffre d'affaires augmenté de certains produits qui vont être détaillés ultérieurement. Mais juste question de simplification, dans cet exercice-là, on va se limiter seulement au chiffre d'affaires qui va être multiplié par un taux. Le taux spécifique ici, c'est de 0,5. Donc, éventuellement, il y a 0,25 et 0,75. Mais le taux standard ici, c'est 0,5%. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'on calcule cette cotisation minimale? Cela veut dire que on va calculer la cotisation minimale dans un premier temps et dans un deuxième temps, on va calculer l'IS, la valeur de l'impôt sur les sociétés. Et qu'est-ce qu'on va faire en troisième étape? La troisième étape, on va analyser ou bien on va comparer les deux valeurs, à savoir la valeur de l'impôt sur les sociétés et la valeur de la cotisation minimale. Et qu'est-ce qu'on fait? On va payer, ou bien l'entreprise devra, ou bien sera dans l'obligation de payer la valeur la plus élevée. Alors, si la cotisation minimale est plus importante ou bien a une valeur plus élevée que l'impôt sur les sociétés, c'est la cotisation minimale qui va être payée. Si inversement, c'est l'impôt sur les sociétés qui a une valeur plus importante, alors c'est l'impôt sur les sociétés qui va être payé. Donc, dans tous les cas, on va faire la comparaison toujours entre la cotisation minimale et l'impôt sur les sociétés
Alors, sachant que la cotisation minimale a pour base de calcul le chiffre d'affaires principalement, et pour l'impôt sur les sociétés, la base de calcul, c'est le bénéfice net, ou bien c'est le résultat fiscal, si vous voulez. OK? Donc, maintenant, on a calculé la cotisation minimale, elle est égale à 600 000. On va calculer maintenant l'impôt sur les sociétés en se basant sur le bénéfice net. Donc, on va considérer que le bénéfice net ici, c'est le résultat fiscal. Alors, puisque nous avons ici 30 millions de dirhams, donc ça dépasse largement, suivant le barème qu'on a tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si nous avons un bénéfice net compris entre 1 million de dirhams et inférieur à 100 millions de dirhams, ça veut dire 99 999 999. Alors là, nous aurons un taux de 28% avec une somme à déduire de 110 000 dirhams. Alors, donc on va multiplier, puisque 30 millions, c'est compris entre 1 million de dirhams et 99 millions. Donc, ça va donner 30 000 multiplié par 28%, moins la somme à déduire, à ne pas oublier. Donc, on va avoir 8 299 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la comparaison entre les deux valeurs. Ça, c'est la valeur de l'IS et ça, c'est la valeur de la cotisation minimale. Donc, il est clair que c'est l'IS qui a la valeur la plus élevée. Donc, IS est supérieur à celui de la cotisation minimale. Donc, l'entreprise va payer l'impôt sur les sociétés. Deuxième exemple, cas d'une société exerçant une activité industrielle et une activité de négoce. Donc, la société Y, créée en 2014, exerce des activités industrielles, une activité de négoce. Elle réalise la totalité de son chiffre d'affaires localement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, voilà, c'est une entreprise qui a une activité industrielle, donc elle doit être soumise au barème plafonné à 28%. Et dans un deuxième temps, elle a une activité commerciale, donc qui n'est pas une activité industrielle, donc elle va être concernée par le barème normal plafonné à 31%. OK? Et on insiste également ici sur le fait que le chiffre d'affaires est réalisé localement. Donc, ce n'est pas une entreprise d'exportation parce que les entreprises exportatrices, elles seront également concernées par un autre barème plafonné cette fois à 20%. OK? Alors, comment faire? Nous avons le détail, la déclaration du résultat fiscal de ces sociétés souscrites le 31 mars 2021 au titre de l'exercice 2020 fait ressortir les éléments suivants. Nous avons un chiffre d'affaires de 120 millions de dirhams. OK. Un bénéfice net de 30 millions de dirhams, donc c'est inférieur à 100 millions. Donc, aucun problème en matière d'activité pour l'activité industrielle. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de distinguer ou bien de scinder le chiffre, ou bien chercher à déterminer la part du chiffre d'affaires concernant l'activité industrielle et la part du chiffre d'affaires concernant l'activité de négoce pour préciser le barème qui va être attribué à chaque chiffre d'affaires, bien à chaque partie de bénéfice. Alors, pour préciser la part du chiffre d'affaires relatif à l'activité industrielle. Donc là, on a le chiffre d'affaires local total, il est de 84 000 dirhams. Donc, concernant l'activité industrielle, ça c'est la donnée. On vous dit que sur les 120 millions de dirhams, vous avez 84 millions consacrés à l'activité industrielle. Le reste, à savoir les 36 millions de dirhams, ça concerne l'activité de négoce. Et les deux activités, ce sont des activités locales. Donc, il n'y a pas d'exportation ici. Mais ce on veut savoir,
combien représentent les 84 000 dirhams par rapport à 120 millions de dirhams. Donc, ça représente 70%. Donc, c'est 70% de ce bénéfice-là qui sera imposé suivant le barème spécifique aux activités industrielles plafonné à 28%. Et 30% de ce bénéfice net qui sera concerné par le barème d'imposition concernant les activités standards plafonnées à 31%. Donc, à chaque fois, on va calculer donc, la cotisation minimale. Alors, la cotisation minimale, c'est 600 000, comme d'habitude. On va maintenant calculer l'IS. Donc, en deux temps. On va calculer l'IS en deux temps. Donc, il y a l'IS en se basant relatif à l'activité industrielle, puisqu'elle représente 70%, en se basant sur le bénéfice net, c'est pas plafonné à 28%, moins la somme à déduire de 110. Donc, c'est 5 803 000 dirhams. Et pour l'activité de négoce, qui représente 30% du chiffre d'affaires, elle est plafonnée quoi? À 31%. Donc, 30 000 fois 31% moins la somme à déduire de 140 fois 30%, ça va donner 2 748 000. Donc, l'impôt général à payer, c'est la somme des deux. Donc, 5 millions, l'activité industrielle, plus 2 millions, l'activité de négoce, ça va donner 8 555 à comparer avec les 600 000 de la cotisation minimale. Donc, il est clair que c'est l'impôt sur les sociétés qui a la valeur la plus élevée. On passe maintenant au troisième exemple. Donc, là, nous aurons une activité d'exportation. Cas d'une société exerçant une activité industrielle et une activité de négoce avec une partie du chiffre d'affaires local et une partie à l'export. La société Z, créée en 2015, exerce une activité industrielle et une activité commerciale de négoce. Elle réalise depuis sa création une partie de son chiffre d'affaires à l'export et une autre partie localement. Donc, la déclaration de résultat fiscal de cette société souscrite au 31 mars 2020 au titre de l'exercice 2020 fait ressortir les éléments suivants. Donc, nous avons le chiffre d'affaires qui reste le même, le bénéfice net qui reste le même, mais nous avons la ventilation du chiffre d'affaires, que ce soit pour l'activité industrielle ou bien l'activité de négoce. Donc, chiffre d'affaires total industriel, c'est 84, négoce 36, mais pour l'activité industrielle, une partie est à l'export, c'est 60%, une partie qui est locale. La même chose pour l'activité de négoce, 60%, 40%. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que il y aura plusieurs taux spécifiques ici. Pour l'exportation, toujours, nous avons un taux plafonné à 20%. Alors que pour l'activité industrielle locale, il y aura un autre taux plafonné à 28%. Et pour l'activité de négoce locale, elle est plafonnée à 31%. Donc, il y aura trois catégories, trois taux d'imposition qui vont être appliqués dans ce cas de figure. C'est que, en d'autres termes, au lieu de simplifier un petit peu la fiscalité, le gouvernement a fait en sorte de rendre le calcul de l'impôt encore plus complexe et plus difficile à réaliser. Donc, tout d'abord, on essaie de calculer la part du chiffre d'affaires réalisé à l'export relatif à l'activité industrielle, à l'activité de négoce. Donc, on précise le chiffre, ce qui est à l'export. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce qui est l'activité d'export, elle est soumise à un taux plafonné à 20%. Et puis, dans un deuxième temps, la part du chiffre d'affaires réalisé localement relatif à l'activité industrielle. Pourquoi? Parce que on sait que pour l'activité industrielle, nous avons un taux plafonné à 28%. Et la part du chiffre d'affaires réalisé localement. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'activité locale, elle est soumise à un taux plafonné à 31%.
Donc, toujours après avoir déterminé la cotisation minimale, on passe au calcul de l'IS. Donc, on commence ici par l'activité réalisée localement. Donc, le bénéfice net, puisqu'il est égal à 30 millions de dirhams, donc cela dépasse largement les 1 million de dirhams, donc va être imposé à 31 avec une somme à déduire de 140%. OK, de 140 000 dirhams multiplié par 12% représentative du chiffre d'affaires local. Donc, ça va donner 1 099 000. Puis, on passe au calcul de l'impôt relatif à l'activité, relatif à l'export. Donc, pour le chiffre d'affaires réalisé à l'export, via l'activité d'exportation, il est plafonné, il est imposable suivant un barème plafonné à 20%. Donc, plafonné à 20%, donc avec une somme à déduire de 30 000 dirhams, bien sûr, mais multiplié par 60% qui représente la part de l'activité industrielle, la part de l'activité d'exportation. La part de l'activité d'exportation, c'est 60%. OK. Et puis, en dernier lieu, l'activité qui concerne l'activité industrielle qui est imposée suivant un barème plafonné à 28%. Donc, ça va donner 2 321 000. Alors, l'IS qui doit être payé, c'est la somme des trois impôts, donc 3 millions relatifs à l'activité d'exportation, plus 2 millions relatifs à l'activité industrielle, plus les 1 million relatifs à l'activité locale. Donc, ça va donner 7 millions. Toujours à comparer avec la cotisation minimale. Donc, c'est l'IS qui doit être payé. Donc là, c'était une brève lecture des barèmes d'imposition applicables suivant la loi de finances de 2020. Il nous reste maintenant à analyser les charges et les produits de l'entreprise d'une manière globale. Donc l'idée ici, comme on l'a précisé tout à l'heure, comme on l'a précisé, en matière de fiscalité, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de corriger le résultat comptable. Donc, on commence par détailler les produits et ensuite les charges. Donc, nous, on va faire l'inverse en quelque sorte. Donc, on va commencer par détailler les charges pour préciser quelles sont les charges qui sont non déductibles, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une charge qui peut être déduite, qui peut être retranchée ici, donc on va la laisser. Et quels sont les types de charges qui vont être réintégrées, c'est ce que ça veut dire, les réajouter ici, ça veut dire la réintégration. Et on va faire la même chose pour les produits. Quels sont les produits qu'on va maintenir, qu'on va laisser, et quels sont les produits qui vont être déduits, dans la mesure où on va les considérer comme étant des produits non imposables. Donc voilà, l'analyse fiscale des charges, ça, ce sont les conditions générales de déduction, bien de déductibilité fiscale des charges. Elles doivent se rattacher à la gestion de la société, elles doivent correspondre à une charge effective, ça veut dire réelle. Les charges doivent être constatées à la comptabilité, donc il y a une traçabilité. Les charges doivent se traduire par une diminution, bien par une baisse de l'actif net, de l'entreprise. Donc, on passe premièrement, lorsqu'on va analyser n'importe quel compte de produits et de charges, si vous prenez la classe 6, synthétisant, bien détaillant les différentes charges enregistrées au niveau de la comptabilité générale, donc on commence toujours par les achats. Alors, la première condition, les achats doivent être comptabilisés pendant l'exercice à partir de leur réception, même si la facture n'a pas été reçue et le prix n'a pas été payé à la fin de l'exercice. Donc, qu'est-ce qui va être considéré comme étant
la déductibilité d'une charge, elle est sous-jacente au fait de la réception et non pas à la réception de la marchandise elle-même et non pas la facture. Ce n'est pas la facturation. OK? Et deuxièmement, les entreprises qui importent des produits sont autorisées à comptabiliser le coût réel des importations en incluant dans le prix d'achat les frais accessoires, que ce soit les frais de transport, les frais, l'assurance, les droits de douane, les frais de transit et les frais portuaires. OK? Donc là, on va vous donner un exemple. Donc la société S a réalisé en 2018 un bénéfice comptable avant impôt de 240 000 dirhams. Donc là, on parle d'un bénéfice comptable. Les produits comptabilisés et non imposables s'élèvent à 40 000. Donc on sait là, puisque on n'est pas en train de détailler les produits, on vous a donné les produits qui sont non imposables. Ça veut dire qu'ils vont être retranchés. Alors, pour déterminer le résultat fiscal, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, c'est 240 000 moins 40 000. On va retrancher les moins 40 000. Ça, c'est une donnée. Mais en revanche, puisqu'on est en train de détailler les charges, je vais vous donner un ensemble de charges et c'est à vous de dire, est-ce que ce sont des charges qu'on va maintenir, donc qu'on va laisser ici? Ça veut dire qu'ils vont être maintenus, ou bien qu'on va réintroduire, ou bien qui vont être réintégrés. On appelle ça une réintégration. Alors, on commence par les marchandises reçues non encore payées à la fin de l'exercice. Donc, on parle ici de la réception et non encore payée, des avances sur marchandises non encore reçues à la fin de l'exercice. Donc là, c'est une avance. On a donné une avance, mais on n'a pas encore reçu la marchandise, ce qui fait que ce sont des charges constatées d'avance. Des emballages non récupérables, et ça, parce que les emballages, il y en a plusieurs catégories, des emballages récupérables et non récupérables. Alors, les emballages non récupérables, c'est considéré comme des charges, mais les emballages récupérables identifiables, là, on parle d'une immobilisation. Donc, ce n'est pas une charge. Marchandises reçues, facture non parvenue, donc la réception, encore une fois. Fourniture de bureau, dont 30% non encore consommés. Ce qui veut dire ici, nous avons une matière et fourniture. Et donc, ce qui peut être considéré comme une charge pour l'entreprise, c'est ce qui a été consommé. Donc, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'on évalue? C'est la consommation et non pas seulement l'achat. Ça veut dire les achats consommés. Et les achats consommés, c'est égal à quoi? C'est l'achat moins la variation de stock. La variation de stock, ça veut dire les stocks finaux, stock final moins stock initial. Puisque ici, on vous dit que fourniture du bureau dont 30% non encore consommé. Donc, 30% qui n'est pas consommé, ça veut dire 30% ça veut dire 30 000 de ces 100 000 ne peut être considéré comme une charge pendant cet exercice-là. Pourquoi? Parce que nous, on s'intéresse à ce qui est consommé. Ça veut dire 70 000 dirhams de marchandises, bien de fourniture. Les droits de douane sur importation des matières premières. Donc là, on a dit que les frais accessoires doivent être intégrés. Les droits de douane matériel de production. Donc là, les droits de douane matériel de production, ça, c'est une immobilisation et non pas une marchandise. Donc, on ne peut pas considérer les frais accessoires d'une immobilisation comme étant une charge. Les achats d'un micro-ordinateur. Un micro-ordinateur, c'est également un matériel informatique. Et puis, les achats de petit outillage. Le petit outillage, puisqu'il est de faible valeur, c'est 150 dirhams. Donc, il peut être aisément considéré comme étant une charge aussi. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est de calculer le résultat fiscal de cet exercice. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on fait? Voilà le tableau. On met dans une première colonne les déductions et dans une deuxième colonne les réintégrations. On commence toujours par le résultat comptable qu'on va mettre s'il est positif au niveau des réintégrations, parce que on peut envisager très simplement qu'on peut avoir un résultat comptable négatif. Alors, si le résultat comptable est négatif, on va le mettre sans mettre moins au niveau des déductions. Donc, si nous avions
eu un résultat comptable négatif, on l'aurait mis au niveau des déductions. OK. Donc, les produits non imposables, donc c'est 40 000. Marchandises reçues, on a dit que c'est vraisemblablement une charge, donc aucune modification à faire, donc on ne va rien faire. Avance sur marchandises, donc on a dit que ce sont des charges constatées d'avance. Puisque ce sont des charges constatées d'avance, qu'est-ce qu'on doit faire? On va les réintégrer. Donc, réintégration, on va mettre leur valeur ici, timidien. Les emballages perdus, ce sont des charges, aucun problème. Mais pour les emballages récupérables, identifiables, ce sont des immobilisations. Donc, ce n'est pas une charge. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les réintégrer à leur valeur. Donc, c'est plus 25 000, c'est ici. Marchandises reçues, facture non parvenue. Encore une fois, c'est la réception qui compte, donc aucune modification apportée ici. Fourniture du bureau, on a dit, on considère comme charge seulement ce qui a été consommé. On a dit que 30% ici non consommé, donc 30%, 30% des 100 000, ça veut savoir 30 000 n'est pas consommé, donc 30 000 n'est pas considéré comme une charge. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va la réintégrer. Donc, c'est une charge non déductible. Droit de douane pour la matière première, aucun problème. Mais les droits de douane pour la matière, pour les immobilisations, donc, on ne peut pas les considérer comme étant des charges. Donc, parce qu'il y a une règle en matière de fiscalité, c'est l'accessoire suit toujours le principal. Le principal ici, c'est les immobilisations. Alors, l'accessoire va les suivre. On doit enregistrer les immobilisations à leur valeur d'acquisition et non pas à leur prix d'acquisition. L'achat d'un micro-ordinateur aussi, c'est une immobilisation, donc c'est une charge non déductible. On doit réintégrer. Petit outillage, c'est considéré comme une charge, aucun problème. Donc, on fait la somme. 240 plus 10 plus 25, ça donne 405. Moins les déductions, c'est 40 000. Alors, la somme totale, c'est 365 000. Ça, c'est le résultat fiscal. Puisqu'il s'agit d'une entreprise non industrielle, donc normalement, elle doit être soumise au barème standard, plafonné à 31%. Donc, puisque ici, le bénéfice fiscal, bien le bénéfice net est compris entre 300 000 et 1 million, donc il va être imposé à 20% avec une somme à déduire. Deuxième, après les achats, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les frais du personnel. Alors, il y a plusieurs conditions à respecter en matière de frais de personnel. Donc, les frais de personnel comprennent à la fois des rémunérations de base, à savoir le salaire de base, et des suppléments de rémunération, que ce soit les primes, que ce soit les gratifications, les indemnités, les avantages en argent ou en nature, les charges patronales et les cotisations. Donc, vous savez qu'un salarié, il va cotiser à un ensemble d'organismes. Et à chaque organisme, il y a ce qu'on appelle la part patronale et à la part salariale. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une charge pour l'entreprise? Primo, ce sont le salaire de base, les primes, les gratifications, les avantages en nature ou en argent. Ça, c'est considéré comme étant une charge pour l'entreprise. Toutefois, ce que le salarié paye, cotise en son nom, sa part qu'il supporte, parce que quand on cotise à des organismes tels que la CNSS ou bien l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, ou bien à des mutuelles, ou bien à une caisse de retraite, il y a deux cotisations pour chaque salarié, il y a deux cotisations qui doivent se faire. Il y a la part salariale, ça veut dire elle est supportée par le salarié, c'est lui qui paye ça pour lui-même. Il y a la part patronale, ça veut dire c'est l'entreprise qui va payer une partie, qui va cotiser au niveau de cette caisse, aussi en parallèle avec chaque salarié au sein de cette même entreprise. Donc, il y a la part patronale qui peut être considérée comme étant une charge, mais la part salariale, elle ne peut être considérée comme une charge pour l'entreprise pour la simple raison qu'elle n'est pas supportée par l'entreprise, mais elle est supportée par le salarié lui-même.
Donc, l'élément le plus important ici, c'est que la rémunération est directe ou bien indirecte doit concerner un personnel qui travaille effectivement au sein de l'entreprise et non pas de quelqu'un qui travaille au noir ou bien qui n'est pas déclaré, ou bien qui n'exerce pas réellement une activité réelle au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première règle. Donc, à part les frais personnels, il y a les impôts et les taxes. Donc, en principe, tous les impôts et les taxes sont déductibles, sauf exception. Donc, les exceptions ne sont pas légion. Donc, les impôts déductibles, on peut parler d'une taxe, de la taxe professionnelle, de la taxe urbaine, de la taxe des services communaux, de la vignette, des automobiles, des droits d'enregistrement, des droits de timbre et des droits de douane, sauf s'il s'agit de des droits de douane relatifs à des immobilisations. Et puis, il y a des impôts qui sont non déductibles. Donc, dans un premier temps, ce sont les amendes et les pénalités fiscales et les majorations de retard. Et dans un deuxième temps, c'est les montants de la contribution pour l'appui de la cohésion sociale mise à la charge des sociétés qui peut être calculé suivant le tableau suivant. Puis, il y a le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus pour une durée de 3 ans de 3 exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013. Mais c'est une contribution qui continue à exister toujours. Il y a d'autres taxes, mais qui ne sont plus non déductibles. Là, on parle de la taxe écologique sur la plasturgie, bien la taxe spéciale sur le fer et le béton, et sur le sable aussi, les dunes, sur le sable des dunes du littoral, ou bien la taxe sur le sable du concassage. Donc, l'ensemble de ces taxes-là, elles sont déductibles depuis 2018. Alors là, nous avons un deuxième cas. Ça, la société T a réalisé en 2015 un résultat comptable négatif, cette fois de 120 000 dirhams. Les produits comptables et non imposables s'élèvent à 100 000. Donc, les produits non imposables, c'est une donnée. Là, on parle maintenant des charges. Et c'est à vous de dire s'il s'agit d'une charge non déductible ou pas. Donc, pour le salaire du gérant, il est déductible. Pour la femme du gérant qui exerce un travail effectif, c'est déductible aussi. Pour le salaire de la secrétaire qui n'exerce aucune fonction d'entreprise, donc ça, c'est une charge non déductible, donc c'est à réintégrer. Le salaire d'un employé non déclaré, également la même chose, il est non déclaré. Les frais de stage à l'étranger des cadres d'entreprise, aucun problème. Cotisation patronale des retraites, OK. Donc là, on parle d'une cotisation patronale. La TVA de décembre, ce n'est pas une charge, ce n'est pas la TVA, c'est un impôt indirect qui n'est pas déductible. Les droits d'enregistrement relatifs à l'acquisition d'un terrain sont amortissables. Pénalité fiscale, impôt non déductible. Majoration de retard relativement au paiement hors délai de la taxe urbaine. Donc, les majorations de retard également, c'est une amende qui ne peut pas être déduite. Donc, c'est à réintégrer. Les pénalités relatives au non-respect de la réglementation des prix, également, c'est une pénalité qui ne peut être considérée comme une charge non déductible, donc ça va réintégrer. Et la contravention du code de la route, également, c'est une autre pénalité, c'est une amende qui ne peut être réintégrée, qui ne peut être déduite, donc elle doit être réintégrée. Donc, les autres charges, on peut parler ici des loyers.
des redevances crédit bail, des frais d'entretien des réparations et des rémunérations d'intermédiaires et des honoraires. Alors, pour les loyers, on peut les analyser en trois niveaux. Donc, il y a le premier niveau, ce sont les loyers d'avance versés à titre de garantie et donc qui doivent être figurés au niveau, bien qui doivent figurer au niveau de l'actif en tant qu'immobilisation. Donc là, on parle de dépôt et de cautionnement. Et dans un deuxième temps, donc, les droits d'entrée versés comme un supplément du loyer pour renouveler le bail, ça veut dire le loyer. Donc, si vous avez un contrat qui arrive à terme et pour le renouveler, il y a le propriétaire qui vous demande un droit d'entrée. Donc, le droit d'entrée peut être considéré comme étant une charge déductible. Et le pas de porte, c'est qui peut constituer un droit au bail, ça veut dire une partie du fonds de commerce constituant une augmentation de l'actif, en l'occurrence le fonds de commerce. Et là, dans cette fois aussi, il ne peut être considéré comme une charge déductible. Donc, le loyer, c'est une charge. La location et les charges locatives, c'est toujours considéré comme une charge. Toutefois, il y a quelques spécificités. Lorsqu'il s'agit d'un loyer d'avance, c'est un dépôt et cautionnement. Et ce n'est pas le loyer d'avance ici, elle est donnée en guise de garantie. Ce n'est pas un loyer d'avance, ça veut dire j'ai loué le magasin le mois de décembre et pour le propriétaire me demande de payer 3 mois d'avance. Donc, ça veut dire que je vais payer 3 mois d'avance, donc décembre, janvier, février. Donc, je ne vais plus payer de loyer que jusqu'au mois de mars. Ça, c'est un cas spécifique. Donc là, on parle de charges constatées d'avance. Non, donc ce n'est pas le cas ici. Lorsque je parle de loyer d'avance, ça veut dire, pour le même cas, si je paye le loyer de 3 mois d'avance, à savoir décembre, janvier et février. Donc, pour le propriétaire, lui, il va considérer, il a exigé 3 mois. Pourquoi? Le premier loyer, c'est relatif au mois de décembre. Et les deux autres, à savoir le deuxième et le troisième loyer, ça va être considéré comme une garantie. Donc, ça veut dire que je vais louer le magasin le mois de décembre. J'ai payé déjà 3 mois. Donc, le mois de janvier également, je vais repayer encore une fois. Ça veut dire que sur les 3 mois payés d'avance, je ne vais bénéficier que d'un seul loyer, bien que d'un seul mois. Les deux autres, c'est considéré comme une caution, comme un dépôt de cautionnement. Ici, je sors, donc je vais payer les loyers normalement, janvier, février, mars. Ici, je ressors après 6 mois, 7 mois. Donc, le propriétaire va me rembourser ou va me redonner les 2 mois qui ont été considérés comme un loyer d'avance en guise de garantie. Donc, le dépôt et cautionnement. Donc, il faut faire la différence entre une avance en guise de garantie, une avance normale qui peut être considérée comme une charge constatée d'avance s'il concerne des mois en dehors de l'exercice en cours. Pour les redevances de crédit bail, aucun problème. Donc, le leasing, ça veut dire quoi? Le leasing, c'est le fait au lieu d'acheter une immobilisation, on va payer un loyer avec une soulte, bien avec, à la conclusion du contrat, la possibilité de rachat. Okay. Donc, si vous avez une immobilisation, si vous avez une machine que vous voulez acheter qui vaut 10 millions de dirhams, par exemple, vous allez payer chaque année 1 million pendant 10 ans. À
à la conclusion du contrat, après 10 ans, vous avez la possibilité d'ajouter une soulte, ça veut dire qui peut être négociée, ou bien de laisser la machine à l'entreprise du crédit, bien du leasing, qui vous a permis de payer au lieu d'acheter cette machine. Et c'est elle qui vous l'a acheté et il vous l'a loué pendant 10 ans en contrepartie de redevances mensuelles, avec la possibilité, bien sûr, de racheter l'immobilisation à la fin du contrat. Puis, il y a les frais d'entretien et de réparation. Donc, ces frais sont déductibles s'ils sont destinés pour maintenir en l'état l'immobilisation de l'entreprise. Et ils ne sont pas déductibles s'ils prolongent la durée probable d'utilisation. Donc, s'il s'agit d'une simple réparation, c'est OK, mais s'il s'agit d'une rénovation totale, ce n'est plus considéré comme un entretien-réparation, mais comme un investissement. Puis, la rémunération des intermédiaires et des honoraires. Donc, on parle de commissions, de courtage, d'honoraires et autres rémunérations versées à des tiers. Donc, parce que les honoraires, cela ne concerne pas les salariés de l'entreprise ou bien les emplois de l'entreprise, mais ce sont des personnes, des tierces personnes à l'entreprise et qui viennent fournir un service quelconque en contrepartie d'une rémunération bien d'honoraires. Le petit outillage, donc on a déjà traité. Donc petit outillage, ça veut dire des outils, mais qui ont une faible valeur. Donc on n'est pas obligé de les considérer comme des immobilisations, mais comme étant des charges. Puis il y a la prime d'assurance. Donc les assurances payées en vue de garantir les risques par le personnel de l'entreprise et par ces divers éléments d'actifs, donc tels que l'incendie, la responsabilité, donc c'est déductible. Il y a la prime relative aux assurances vie. Donc ça, c'est un cas particulier. Donc, si les primes d'assurance sur la vie ne sont déductibles que celles sont contractées au profit du personnel et non pas au profit de la société, dans ce dernier cas, les primes d'assurance vie sont assimilées à des placements de fonds. Okay, donc là, vous allez avoir dans les études de cas un cas pareil. Donc, si l'entreprise possède ou la contracte une assurance vie qui sera au profit du personnel de la société, donc là, on peut considérer ceci comme étant une charge. Les primes d'assurance payées annuellement peuvent être considérées comme des charges déductibles. Au contraire, s'il s'agit d'une assurance vie contractée au profit de la société, alors là, les primes d'assurance payées annuellement ne seront pas considérées comme étant des charges déductibles, mais comme étant des placements qui vont être remboursés après l'arrivée du sinistre, ça veut dire après la mort du dirigeant. Et dans ce cas, lors de l'arrivée, bien de l'avènement du sinistre, lorsque la personne concernée par cette assurance vie va mourir, là, à ce moment-là, on va considérer toutes les primes qui ont été payées pendant la durée de sa vie comme étant des charges déductibles cette fois, et la prime reçue comme étant un produit financier. OK. Les cadeaux publicitaires. Donc, pour les cadeaux publicitaires distribués gratuitement sont déductibles sous réserve de deux conditions. Première condition, la valeur unitaire TTC ne doit pas dépasser 100 dirhams. Ils doivent porter le nom et le sigle de la société. Sinon, si leur valeur dépasse 100 dirhams ou bien elle ne porte pas le sigle et le nom de la société, alors la valeur de ces cadeaux publicitaires doivent être réintégrés.
Il y a également les dons. Donc, les dons, il y a 3 catégories de dons. Il y a les dons qui sont déductibles sans aucune limitation, peu importe la valeur des dons. Deuxième condition, les dons déductibles, mais avec une limitation de 2 pour 1000. Et la troisième catégorie, ce sont les dons non déductibles. Donc, les dons déductibles sans limitation, il s'agit des dons à certains organismes tels que les habous publics, l'entraide nationale, l'association reconnue d'utilité publique, Fondation Hassan II, ainsi de suite, les fédérations sportives. Pour la deuxième catégorie, ça veut dire les dons qui sont déductibles, mais avec une limitation. La limitation, elle est portée à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires TTC. Donc, c'est ça le plafond à ne pas dépasser. Qu'est-ce que cela veut dire, la limitation? On va prendre le chiffre d'affaires TTC, on va le multiplier par 2 pour 1000. Ça veut dire quoi, 2 pour 1000? Ça veut dire chiffre d'affaires TTC multiplié par 2 divisé par 1000. Et non pas par 100. Ça veut dire chiffre d'affaires TTC multiplié par 0,002. 2 zéros après la virgule. S'il s'agit de dons, ça c'est pour les dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées. Et puis il y a les dons non déductibles carrément. Donc c'est dans les autres cas. Donc si vous avez autre chose que ces deux premiers cas, alors c'est toujours non déductible. Donc c'est toujours à réintégrer. Puis il y a les jetons de présence et il y a les tantièmes, ce qu'on peut considérer comme des rémunérations des actionnaires. Donc les jetons de présence sont alloués aux membres des conseils d'administration, attribués par l'Assemblée générale ordinaire, assimilés fiscalement à un salaire. Donc ils sont déductibles. Puis il y a les tantièmes ordinaires et il y a les tantièmes spéciaux. Donc, les tantièmes ordinaires, il s'agit d'une partie du bénéfice net distribué, affecté aux membres du conseil, et sont interdits depuis 2001 par la nouvelle loi de la société. Donc, fiscalement non déductibles. Et puis, il y a les tantièmes spéciaux. Ils sont versés aux membres du conseil d'administration pour des missions accomplies dans l'intérêt de la société. Ils sont fiscalement déductibles, sans problème. Donc, voilà un cas de figure. Premier cas de figure ici, il y a le loyer des locaux professionnels. Il y a le loyer des locaux versés d'avance à titre de garantie. Donc, le loyer des locaux professionnels, donc déjà, c'est des locaux qui ont un rapport avec l'activité de l'entreprise, donc professionnelle. Donc, on peut considérer le loyer ici comme étant déductible. Les loyers des locaux versés d'avance à titre de garantie, là, il faut insister sur le fait que c'est une caution, que c'est une garantie. Donc là, il ne s'agit pas d'une charge. Donc, c'est à réintégrer. Impôt sur le revenu des salariés. Donc, l'impôt sur le revenu payé par un salarié, il est supporté par le salarié et non pas par l'entreprise. Donc, ce n'est pas une charge. Donc, c'est à réintégrer. Et puis, la cotisation patronale d'assurance maladie, c'est une charge, sans problème, parce que c'est la cotisation patronale, donc c'est supporté par l'entreprise. La cotisation salariale, en revanche, de sécurité sociale, c'est une cotisation supportée par le salarié et non pas par l'entreprise. Alors, ce n'est pas une charge, donc à réintégrer. Les redevances leasing, aucun problème. Donc, c'est une charge déductible. Indemnité de rachat du matériel qui a été pris en leasing. Donc là, à la conclusion du contrat, on a racheté le matériel. Donc, le rachat du matériel, ce n'est pas une charge. Donc, c'est un investissement. Petit outillage, c'est une charge déductible, aucun problème. Rénovation d'un camion, donc là, on insiste sur le terme. Rénovation, donc ce n'est pas une réparation normale. La rénovation, donc, c'est à réintégrer. Réparation d'une camionnette, aucun problème. Prime d'assurance d'accident de travail, courte période couvrant la période du 1er octobre au 30 septembre. Donc là, vous remarquez qu'il y a deux années. Donc, si on considère la charge
qui concerne, si on considère que l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, ça veut dire que l'exercice comptable de cette entreprise commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. On sait bien que si on est à l'exercice de 2018, donc on n'est concerné que par 3 mois. Ça veut dire le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Les 9 mois restants, à savoir du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, ce sont des charges constatées d'avance. Donc, on ne peut pas les considérer comme une charge relative à cet exercice-là, donc à ne pas réintégrer, à ne pas intégrer. Donc, qu'est-ce qu'on va réintégrer de ces 12 000? 9 000 dirhams. Donc, on va seulement considérer 3 mois des 12 000. Ça veut dire qu'on va réintégrer 9 000. On va réintégrer. Prime d'assurance vie contractée au profit de la société. Donc, on a dit que si l'assurance vie est contractée au profit de la société, c'est un investissement, c'est un placement et non pas une charge. Frais de réparation client étranger, aucun problème. Donc, frais de réception, donc frais de réception d'un client étranger. Donc, cadeau client, cette somme se décompose comme suit. Il y a 200 stylos d'une valeur de 90 dirhams. Aucun problème. 9 postes radio avec le sigle de la société une valeur globale de 9 000 dirhams. Donc, ces 9 postes, donc 9 000 divisé par 9, ça veut dire que chaque poste vaut 1000 dirhams. Ce qui veut dire que les 9 000 dirhams ici doivent être réintégrés. Pour les 80 dirhams, ici, ça n'a aucun problème puisque ce n'est pas la valeur totale. 200 stylos de sigle, valeur unitaire, c'est 80. Donc, combien est-ce qu'on a payé ces stylos-là? C'est 80 multiplié par 200. Ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur unitaire. Ici, la valeur globale, c'est 9000. Mais la valeur unitaire, c'est 9000 divisé par 9. Ça veut dire 1000. Puisque 1000 dépasse 100 dirhams. Donc, on va réintégrer la totalité et non pas la différence. Et ici, nous avons des dons en argent de 40 000 dirhams. Ça veut dire qu'on a donné de l'argent versé aux organismes suivants. Pour la fac de droit Gulmim, 20 000 dirhams. Pour les œuvres sociales, 15 000. Et pour l'équipe de foot du quartier, 5 000 dirhams. Donc, puisque là, on parle d'un établissement public. Donc, ça rentre dans les dons sans limitation. Donc, 20 000, donc on ne va pas chercher à savoir. Ici, les œuvres sociaux, donc on a 15 000, mais on sait que 15 000, ça ne doit pas dépasser la limite de quoi? La limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires TTC. Donc, on va multiplier 5 850 000 par 2 pour 1000, par 2 divisé par 1000. On va voir, est-ce que ça dépasse 15 000 ou pas? Pour les équipes de foot du quartier, donc ça ne rentre pas dans les deux catégories, comme on a dit tout à l'heure. Donc, 5 000, c'est à réintégrer en entier. Donc, on va revenir sur pour calculer le plafond. Le plafond ici, 5 850 000 fois 0,002, ça va donner normalement 11 700. Et nous avons le plafond de 15 000. Nous avons la dépense réelle de 15 000. Donc, qu'est-ce qu'on doit réintégrer? La différence. La différence, c'est 3 300 dirhams. OK? Donc, les transports et les déplacements. Les frais de transport sont déductibles du résultat. Ils comprennent notamment les frais de transport de matières et de produits de l'entreprise, les frais de rouage, de déplacement et de représentation. Et elles correspondent effectivement aux dépenses professionnelles. Puis, il y a les charges financières. On parle des intérêts des emprunts, des escomptes, des pertes de change, des intérêts, des comptes courants créditeurs. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les comptes courants créditeurs? Les comptes courants créditeurs, c'est pour l'entreprise, si elle veut octroyer un crédit, elle a plusieurs choix. Elle peut soit aller à un organisme
de crédit, ça veut dire une banque, ou bien ils peuvent faire appel à ses propres associés. Alors, les propres associés de l'entreprise peuvent lui prêter de l'argent. Au lieu d'aller à une entreprise, à une banque, je peux demander aux associés de l'entreprise de lui prêter de l'argent. Bien sûr, il y a quelques conditions à respecter. Première condition, les associés prêtent de l'argent à la société dans la première condition, c'est que leur part au niveau du capital de l'entreprise doit être totalement libérée. Ça veut dire, si l'associé numéro 1 avait promis d'apporter 400 000 dirhams au capital de l'entreprise pour constituer cette entreprise-là, il n'a seulement apporté de ces 400 000 que 200 000. Alors là, il n'a pas encore totalement libéré sa part au niveau du capital. Alors, la première condition exigée, c'est que les associés doivent libérer leur part au niveau du capital avant de prêter de l'argent à l'entreprise. Deuxième condition, c'est que le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas dépasser le seuil réglementaire exigé par le ministère des Finances. OK? Donc, bien sûr, un associé qui prête de l'argent à l'entreprise peut exiger une contrepartie financière, ça veut dire avoir des intérêts. Mais le taux de rémunération de ces prêts-là ne peut être supérieur au taux qui est stipulé par le ministère des Finances annuellement. Donc, chaque année, le ministère des Finances précise un taux à ne pas dépasser par les entreprises. OK? Troisième condition en réalité qui doit être respectée aussi, c'est que les associés ne doivent pas prêter à l'entreprise plus que leur part au niveau de l'entreprise. Ça veut dire, si leur part au niveau du capital d'entreprise est de 100 000 dirhams, ils ne peuvent pas prêter à l'entreprise plus que 100 000 dirhams. Donc, il y a une limitation au niveau du montant. Il y a un montant du prêt. Il y a également une limitation au niveau du taux de rémunération. Donc là, on vous donne un exemple. La société A a un capital social de 1 million de dirhams intégralement libéré en 2015. Les intérêts servis aux associés relatifs au compte courant, 144 000 dirhams. Ces intérêts rémunèrent. Le montant avancé en compte courant, c'est 1 200 000. Le taux pratiqué est 12%. Le taux réglementaire, c'est de 6%. On voit ici, le premier problème, c'est que le capital, il est de 1 million. Et les comptes courants sont 1 200 000. Donc, on n'a pas respecté la première règle qui stipule que les associés ne peuvent pas prêter à l'entreprise plus que leur part au niveau du capital. Donc là, il y a un dépassement au niveau du montant. Deuxième problème, le taux de rémunération est de 12% alors que le taux réglementaire est de 6%. Donc, il y a deux dépassements au niveau du montant et au niveau du taux. Alors, voilà, on va dire, voilà le maximum admis. C'est le capital multiplié par le taux réglementaire, c'est 60 000. La valeur calculée, c'est 1 200 fois 12%, ça donne 144. Donc, la différence entre le plafond et le montant et la charge réelle, c'est une charge non déductible. Donc, c'est à réintégrer. La valeur à réintégrer, c'est 84%. Il y a une autre manière de calculer cette valeur. Là, on a pris la méthode simple, ça veut dire quel est le maximum à ne pas dépasser. C'est le capital
multiplié par 6%, ça va le taux réglementaire. Donc, on cherche la valeur, la charge réelle, c'est 144. Donc, la différence, c'est une charge non déductible. Sinon, on va chercher à préciser quelle est les limitations relatives en matière de montant et la limitation en matière de taux. Donc, la limitation en matière du montant, c'est 1 200 moins 1 million, c'est 200 000, multiplié par 12, l'autoservice, c'est 24 000. Et le montant, la limitation en matière du taux, donc c'est la différence entre 12% et 6% multiplié par 1 million, ça donne 60 000. Donc la somme des deux, ça va donner 84 000 dirhams, donc qui représente la charge non déductible, ou bien le montant à réintégrer. Maintenant, on va parler des amortissements et des provisions. Donc, on sait bel et bien que les amortissements, ce sont des charges calculées et qui sont formulées en forme de dotation annuelle. Donc, c'est une dotation accordée aux entreprises en guise d'encourager celles-ci à renouveler leur patrimoine ou bien leurs équipements. Donc, toutefois, en matière d'amortissement, donc puisqu'il s'agit de charges normalement déductibles, il y a quelques conditions à respecter lorsqu'il s'agit des voitures de tourisme. Donc, pour les voitures de tourisme, la base d'imposition, c'est toujours, ou bien le maximum autorisé, c'est 300 000 dirhams TTC. On sait qu'on l'a déjà vu au niveau du chapitre relatif à la TVA. La TVA relative aux voitures de tourisme, elle n'est pas récupérable. Ce qui veut dire que si on va calculer l'amortissement, on va le calculer sur le montant TTC, alors que normalement, on calcule l'amortissement sur des valeurs hors taxe des immobilisations, sauf pour les immobilisations dont la TVA ou une partie de la TVA n'est pas totalement récupérable. Donc, fiscalement parlant, pour les voitures de tourisme, la valeur maximale autorisée, c'est 300 000 dirhams, amortissable sur 5 ans. Également, lorsque ces véhicules font objet de location ou de crédit bail, la partie de redevance ou de location correspondant à l'amortissement au taux de 20% par an sur partie du prix du véhicule excédant les 300 000 n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal. Mais cette limitation n'est toutefois pas applicable lorsque la location est pour une période n'excédant pas 3 mois, non renouvelable bien sûr, et aux véhicules utilisés pour le transport public, aux véhicules de transport collectif, du transport personnel, transport scolaire, véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location de voitures, affectés conformément à leur objet et les ambulances. Bien sûr, le point de départ, c'est généralement le premier jour du mois d'acquisition ou d'achèvement. Cependant, les biens meubles, matériels, mobilier, etc. peuvent être amortis à partir du premier jour du mois d'utilisation effective et non pas le premier jour d'acquisition. On vous donne ici le cas d'une location de voiture de tourisme amortie à 25% l'an par la société de location. Donc, nous avons deux voitures. La voiture A, acquise à 165 par le locataire, ce n'est pas par l'entreprise, c'est par le locataire. C'est le locataire de la voiture qui l'a acquise à 165 000 dirhams hors taxe. Période d'utilisation du 1er janvier au 36, ça veut dire pendant 6 mois. Donc là, on n'est pas dans la phase ou bien dans la condition où toute limitation n'est exigée. Parce qu'on a dit, si la location est inférieure à 3 mois, non renouvelable bien sûr, il n'y a aucune limitation n'est exigée. Mais si la location dépasse les 3 mois, alors là, la limitation est exigée à 300 000 dirhams TTC avec un taux d'amortissement de 20%.
Donc, montant de location est de 25 000 dirhams. Donc, pendant les 6 mois, on a payé combien? On a payé 25 000 dirhams. Deuxième voiture, voiture B, acquise par le locataire, la société de location à 530 000 dirhams hors taxe. Période d'utilisation, c'est du 1er 7 au 31 11, ça veut dire pendant 5 mois. Montant de location, c'est 70 000 dirhams. Quelles sont les régularisations qui s'imposent? Alors, voilà le montant de la charge qui a été payée. On va maintenant essayer de voir quelles sont les comparaisons à effectuer. Donc, pour les véhicules A, le prix d'acquisition est de 265, prix TTC 198 000 dirhams. Donc, la valeur n'excède pas 300 000 dirhams TTC. Aucune réintégration n'est à opérer. Mais en revanche, pour le véhicule B, le prix de la voiture il est de 530 000 dirhams hors taxe. Ça veut dire si elle est TTC, donc ça va dépasser, donc déjà en hors taxe, ça dépasse 300 000 dirhams. Amortissement correspondant à la période d'utilisation présumée avoir été calculée chez l'entreprise de location. Alors, chez l'entreprise de location, la valeur de l'amortissement calculé, puisqu'on l'a calculé pour ce qu'on l'a loué pendant 5 mois. Donc, on va calculer l'amortissement suivant un prorata tempori. Donc, c'est 530 fois 20% fois, alors sachant que on va multiplier par 20% et non pas par 25%. On va multiplier par 20% exigé fiscalement, sachant que le locataire des véhicules, il amortit ses véhicules à lui à 25%. Et nous, ici, pour estimer, donc c'est pour ça qu'on parle d'un amortissement présumé et non pas d'un amortissement réel. Donc, c'est 530. Et là, c'est le calcul hors taxe. 530 fois 20% fois 5 sur 12, ça va donner 44 000 dirhams. Normalement, ce qui est déductible, c'est 25 sur la base des 300 000 dirhams exigés fiscalement. Donc, c'est 25 000. Donc, qu'est-ce qui peut être considéré comme une charge non déductible? C'est la différence entre les deux. Remarquez bien sûr qu'on ne fait pas allusion ici aux montants qui ont été payés, mais on fait juste la comparaison entre ce qui est présumé être calculé et la limite qui est exigée par la loi. Ce qui est une aberration réelle, ce qui peut constituer une aberration réelle. Donc 44 000 moins 25 000, ça va donner 19 000. Donc c'est 19 000 qui peut être considéré comme étant une charge non déductible. Pour les provisions, donc les provisions, comme vous l'avez certainement déjà vu au niveau de la comptabilité générale, les provisions, ce sont des réserves qu'on va mettre ou bien que l'entreprise va souscrire pour se prémunir contre soit un risque, soit une charge probable. Ce n'est pas une réduction réelle, mais c'est une réduction probable et envisageable, possible. Et la loi donne, suivant le principe de prudence, aux entreprises de constater des charges, même s'ils sont probables. Donc, la première condition de déductibilité fiscale des provisions, c'est qu'elles doivent être des pertes nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. Et puis, la déductibilité des provisions relatives aux créances douteuses par l'introduction ou bien d'un recours judiciaire dans un délai de 12 mois suivant celui de sa constitution. Donc, on parle des provisions pour dépréciation, des immobilisations, bien des dépréciations de stock, bien des provisions de créances douteuses. Donc, il y a quelques conditions. Il y a la condition d'individualisation des créances par client, par statistique. Et puis, il doit y avoir une introduction en justice ou bien un recours judiciaire. Il y a également les provisions pour titres et valeurs de placement.
Il y a les provisions pour risques et charges. Il s'agit des dettes futures probables, donc des éléments passifs. Provisions pour litiges sont déductibles. Pour charges à répartir sur plusieurs exercices également. Mais d'autres provisions ne le sont pas. Les provisions pour pénalité, pour amende, pour contrôle fiscal, les provisions pour constitution de fonds de retraite, des provisions pour profit de salariés non déductibles. Une société ne peut être son propre assureur, donc des provisions pour propre assureur aussi. Il y a les provisions réglementées, que ce soit les provisions pour logement, pour investissement, bien, ils ne sont plus en vigueur depuis 2008. Les charges non déductibles ne sont pas déductibles les amendes, les pénalités, les majorations, comme ça a été précisé tout à l'heure. Et puis, pour les paiements en espèces, il y a un plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèces à 5 000 dirhams par jour et par fournisseur, tel ce qu'on a vu au niveau de la TVA. Les montants de 5 000 dirhams et de 50 000 dirhams précités sont en taxe sur la valeur ajoutée compris, ça veut dire TTC. Également, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les montants des achats et les travaux et les prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante. Également, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité, les montants de contribution pour l'appui à la cotisation sociale, le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les immobilisations acquises et dont le règlement n'est pas justifié par les moyens de paiement n'est pas justifié par chèque, parrain, non endossable, effet de commerce, moyen magnétique, de paiement, virement bancaire, procédure électronique ou par compensation. Donc, ça veut dire que les dotations aux amortissements relatifs à ces immobilisations-là ne sont pas déductibles du résultat fiscal. Donc, je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo pour analyser et voir quelques exemples de calcul de l'impôt sur la société. Donc, je vous remercie. À la séance prochaine.